L'été. Grosse machine, film indé sous le radar, sueur, dilemme d'aller au cinoche mais de vouloir aussi déconnecter, parce que passer 10 heures par jour à bosser le front sur un écran toute l'année, bon, ça va bien 2 minutes. Mon été ciné a été assez chaotique. Et pour cette rentrée, entre deux trips dans la province d'Almeria pour retrouver des lieux de tournage d'Indiana Jones 3, Dad, we're well out of range. j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo de news pour vous annoncer la suite, et vous conseiller, ou pas, quelques films que j'ai pu voir en salle, ou pas. Donc, c'est mon script. Donc, si j'étais absent en août, c'est parce que j'ai passé ce mois à écrire un livre en essayant de survivre sous un ventilo. Ça sera un livre qui portera sur le cinéma, surprise, sur 100 plans de cinéma plus exactement. Ça sortira si tout va bien fin octobre, et je vous en reparlerai très bientôt, quand il y aura une actu pour ça. Deuxième chose, je voulais jusque-là vous diffuser une avant-première du dernier Fossoyeur au festival Frames d'Avignon, qui se déroulera, je vous le rappelle, les 29 et 30 septembre. Sauf qu'hélas, ça sera pas possible. Comme vous vous en doutez, c'est un très gros épisode qui demande une logistique bien plus grande que les précédents, il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude qui sera impliqué, et donc ça réduit vraiment les fenêtres pour pouvoir tourner. On a pu caler le tournage en fait tout début octobre, juste dans la foulée de Frames, donc pile quand je serai cramé. Habile. Ça prend en tout cas une très belle tournure, et pour Frames, vous inquiétez pas, on vous prépare de très jolies surprises. De mon côté, j'aurai une conférence avec le capitaine, un tournage avec mon bro Mathieu de French Food Porn, une conférence en solo notamment où je vous teaserai le bouquin et je vous parlerai de différents plans de cinéma, et quelques activités par-ci par-là. Le programme sera très bientôt sur le site de Frames, donc guettez. Et enfin, on est en train de monter des projets pour l'après-Fossoyeur sur la chaîne. C'est assez excitant, notamment une version upgradée des virées filmiques. Ça va être frais. L'été cinéma veut plus dire grand chose aujourd'hui. Toute l'année est devenue un été cinéma géant pour les studios qui sortent des énormes blockbusters à longueur de temps, notamment pour éviter la sursaturation de la période estivale. Mais à ce niveau, l'été 2018, j'ai l'impression que ça a été plutôt un contre-exemple. Des grosses machines, il y en a eu relativement peu, en dehors d'un Mission Impossible 6 qui reste décidément l'une des franchises d'action les plus qualitatives des 20 dernières années. Un peu trop long, avec une personnalité moins forte que les épisodes précédents, qui changeaient à chaque fois de réalisateur, et sérieux, ça me manque un peu. Mais bon Dieu, le niveau crève le plafond, les acteurs sont bons, les retournements assez malins, et le film se permet plus de dérision sans pour autant désamorcer ses enjeux. Sans déconner, à un moment j'ai cru que ça devenait un buddy movie. Bref, du vrai savoir-faire hollywoodien à l'ancienne, quoique à l'ancienne veuille dire dans ce cas-là, et le fait que Tom Cruise soit devenu une sorte de Jackie Chan des années 2010, qui l'eût cru? Bon, du divertissement familial qui brasse large, en dehors de ça, il y en avait, mais à un niveau plus modeste, avec des séries Z qui ont l'air assez fandardes, l'éternelle adaptation de l'éternelle série de bouquins fantastiques pour jeunes adultes dont t'as jamais entendu parler, et l'OVNI très mal vendu par sa bande-annonce. Perso, je sais toujours pas de quoi parle ce film, mais il a l'air bizarrement atypique, donc ça me rend curieux. Et là vous vous dites, Il reste un cratère. mais il a rien vu pendant l'été, mais qu'est-ce qui nous emmerde? J'y viens. L'intérêt d'été pour moi, il se situe ailleurs. Dans la bande-annonce du nouveau Predator, dans des sorties plus indé, on va dire. C'était quoi le truc avec la famille ces derniers mois? Le thème était partout. Là, un peu là, pas là. Bon, partout peut-être pas, mais c'est assez marrant de voir par exemple comment deux films comme Sans un bruit et Hérédité, qui sont presque les deux facettes d'une même pièce, ont été conçus indépendamment mais sortent au même moment. Deux films d'épouvante qui ont eu les quasi-mêmes critiques dithyrambiques. D'un côté, on a un film à concept bien foutu et roublard, et de l'autre, un film insaisissable en forme d'énormes dérapages contrôlés, vraiment dérangeants, et où pourtant tout s'emboîte parfaitement. Sans un bruit, à travers son histoire de terre envahie par des aliens très sensibles au son, a pourtant ses défauts, notamment dans le fait de pas aller jusqu'au bout de son gimmick de l'absence de son, à travers son personnage d'ado malentendante, ou certaines ficelles un petit peu grossières, comme celle du clou, qui fonctionne pourtant très bien. Quand le clou arrive, il y a un truc vraiment viscéral qui se crée, mais après le traitement du clou et des ressorts de ce type est un peu bizarre. Le clou est établi comme un élément qui reste par la suite, mais qui sera pas exploité. Ça permet de maintenir une tension, mais c'est un fusil de Tchekhov pas utilisé, et en même temps ça fait plaisir de voir des fusils de Tchekhov pas utilisés vu que ça rend le film surprenant. C'est pas un défaut en fait. Mais globalement il se tient à ce qu'il raconte, sincère, efficace, pas de fioriture. Tandis qu'Hérédité, je lui trouve pas de vrais défauts en fait, les acteurs sont époustouflants. Après bien sûr, faut pas avoir peur d'explorer des rivages qui peuvent parfois flirter un peu plus avec le grotesque. Mais surtout, ce film contient une inquiétante étrangeté qui est, je trouve, beaucoup trop absente du cinéma d'horreur actuel. Vraiment, du niveau d'un Exorciste 3. Je vous assure, le genre de frisson vraiment qui vous hante bien après le visionnage. Les deux films questionnent chacun à leur manière les limites de la cellule familiale, avec même des sujets assez tabous. Dans Hérédité par exemple, quand une mère jette la responsabilité de la mort de sa fille sur son fils, ou dans Sans un bruit, quand à demi-mot se pose une question atroce. Faut-il tuer le bébé dont le cri pourrait signer l'arrêt de mort de toute la famille? C'est pas traité comme tel par le film, mais entre deux images sous-entendues, la question se pose et on sent une tension qui est très à ça.
Il va pas peut-être assez loin là-dessus, mais c'est... enfin, je demande pas qu'il tue le bébé non plus. Et d'ailleurs, oui, ils ont eu un bébé, beaucoup de gens ont tiqué là-dessus, mais écoutez, tous les personnages de film ne prennent pas forcément des décisions rationnelles, tout comme l'humain, et il faut bien la repeupler, cette foutue planète. Et niveau épouvante, je vous avoue que la bande-annonce du nouveau Halloween m'a aussi... je sais pas. Le monde de Tulsadoom, nous revoilà. On attaque frontalement cette fois-ci. Il est où lui? Ah. Sous les 2 milliards de degrés ambiants cet été, aller au ciné était aussi une question de survie, autant pour la clim que pour les univers proposés. Hélas, une pluie sans fin n'a pas été le truc le plus rafraîchissant qui soit. Enquête sur un tueur en série dans la Chine de la fin des années 90, le film est avant tout une plongée dans un pays qui est ravagé par l'autoritarisme et l'industrialisation. Et forcément, on peut pas y couper, il est totalement dans l'ombre, qu'il le veuille ou non, de Memories of Murder. Enquêteur farfelu, pays en transition, fatalisme, absence de résolution. Et d'ailleurs en allant le voir, j'étais persuadé que le film était sud-coréen. Comme quoi. Mais là où Memories restait captivant et dynamique jusqu'au bout, même dans ses passages les plus glauques et contemplatifs, ici son décalage fait place à une austérité totale, ce qui rend le film assez poignant, que ce soit dans ses personnages paumés ou dans sa charge politique, notamment dans son dernier plan qui est aussi beau symboliquement qu'il est moche dans ses effets spéciaux. Mais ça rend aussi l'expérience du film assez laborieuse et morne. Un peu comme Invasion de Kiyoshi Kurosawa, qui raconte une invasion extraterrestre à échelle intime. J'aime beaucoup pourtant le cinéma de Kurosawa, notamment quand il s'attaque au surnaturel. Sans déconner, regardez Kairo, c'est le mec à son pinacle. Mais en dehors de quelques moments de tension qui sont vraiment très bien foutus, notamment le travail sur le son, qui est très bon, je vais pas vous mentir, je me suis fermement emmerdé. Très long pour ce que ça raconte, éparpillé, désamorçant ses effets, assez naïf dans ses dialogues, pas assez décalé pour être amusant, trop pour être prenant. J'ai aussi profité d'un passage éclair au Neuchâtel International Fantastic Film Festival pour voir The Man in the Magic Box, un film de science-fiction polonais de Bodo Cox. Sacré nom. Je sais absolument pas comment il sera distribué, mon petit doigt me dit de m'en référer à mon majeur, mais hormis quelques longueurs, c'est une histoire de voyage dans le temps vraiment immersive, quelque part entre Blade Runner, un polar à la Melville et une comédie noire. Vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Une volonté de mixer les genres qu'on retrouve aussi dans Under the Silver Lake, un film que j'attendais de pied ferme après le précédent du réalisateur, It Follows. Ça fait partie de ces films zinzin à la Southland Tales, pour lesquels il faudrait trouver un nouveau nom pour le genre. Parce que mindfuck, ça suffit plus. Pop-fuck psyché. Autour de l'enquête d'un jeune branleur sur sa voisine disparue, le film cite notamment Hitchcock, Lynch, De Palma, mais c'est pas gratuit, puisqu'il part sur une théorie du complot complètement loufoque sur la culture pop, qui cacherait une infinité de messages entre les puissants de ce monde. Mais au-delà de son postulat barré, le film nous dit en fait des trucs assez pertinents, notamment sur le côté à la fois global et universel des références pop, mais aussi la façon dont elles sont devenues ultra restreintes, constamment ressassées jusqu'au vertige et au vide, fonctionnant en circuit clos. Et ce côté asphyxiant de la pop culture, plus le temps passe, et je vous avoue, plus ça me parle. Mais même si l'idée et l'ambiance du film sont vraiment bonnes, je sais pas, il me manque un truc pour me convaincre totalement. Comme la saison 3 de Twin Peaks, Under the Silver Lake revendique son côté décousu, avec plein d'éléments d'intrigue qui disparaissent sans laisser de traces. C'est pas vraiment un puzzle à résoudre, c'est plutôt une sorte de cadavre exquis qui est aussi haché que la culture dont il parle. Mais là où je m'extasiais limite devant Twin Peaks, là peut-être que le film manque un petit peu d'homogénéité dans son côté fantomatique. Il essaie plus de flirter avec les rivages du cool. Bon lapsus. Là, comme le film essaye plus de flirter avec les rivages du cool, je sais pas trop si certains trucs relèvent de la pose ou pas. Mais en tout cas, ça reste un sacré trip. Tout comme Ultra Pulp, un moyen-métrage de Bertrand Mandico qui arrive peu de temps après son génial Les Garçons Sauvages. Le film étant plus abstrait, c'est un peu difficile de trouver un point d'accroche qui permet d'entrer dans le récit, mais visuellement, ça reste démentiel. Juste, dommage que mes yeux n'aient pas été connectés au trip. Ce qui sera peut-être le cas avec le remake de Suspiria, qui sortira fin novembre. Sincèrement, je pensais pas dire ça un jour, mais bon Dieu, ça a l'air d'avoir fait tous les bons choix et de défoncer. Et je finis par quelques découvertes pas vues en salle. Gonjiam Haunted Asylum, sorti en mars en Corée du Sud, un film d'horreur en fin de footage qui suit des chasseurs de fantômes, entre guillemets, les chasseurs de fantômes, qui ont une émission sur le web et vont aller explorer un asile hanté. Et c'est ce qu'on appelle un film slow burn. Pendant 1h10, le film reprend toutes les ficelles les plus éculées de ce genre d'émission. C'est chiant comme la pluie, pas vous mentir, et dans les 20 dernières minutes, soudainement, il y a un truc qui se passe. Et on tombe dans quelque chose qui est authentiquement flippant, avec de vraies bonnes idées, dont une nana qui fait... Future World, un post-apo improbable co-réalisé par James Franco. Déjà, c'est l'occasion de se rendre compte que Franco a une grosse carrière de réalisateur, mais il y a beaucoup de films, ça veut pas dire qu'ils sont bons, mais il y en a beaucoup. Le film est sorti en mai aux États-Unis, et honnêtement, je pense pas qu'il sortira ailleurs, ce qui m'étonne pas beaucoup. C'est quasi impossible de trouver des making-of ou des interviews qui ont un rapport avec le film. Je pense qu'ils ont essayé de le balayer sous le tapis et de l'oublier le plus rapidement possible. Et effectivement, ce film est d'une nullité inconcevable. Vraiment, je comprends pas comment ni pourquoi ce film existe
En tout cas dans la manière dont il est, avec son casting complètement improbable, avec James Franco qui a ramené ses potes, Lucy Liu, Mia Jovovich, Snoop Dogg. Je comprends pas. Il faut le voir vraiment pour le croire. C'est juste, j'ai l'impression que la seule raison qui a poussé James Franco à faire ce film, c'était de filmer en long, large et en travers les dents pourries de son personnage, qui est une sorte de méchant warlord de post-apo. Ce film se prend désespérément au sérieux alors qu'il a l'air écrit par un gamin de 12 ans qui découvre à peine le post-apo. Il n'y a aucun axe fort. Toutes les incohérences possibles et imaginables existent. C'est aberrant. Les acteurs ne savent plus à quel degré surjouer pour sauver les meubles ou pour le rendre à peu près fun. Mais justement, c'est pas fun. C'est pas un film qui est mauvais, drôle. C'est pas un nanar. Et c'est pour ça que c'est un gâchis. En plus, visuellement, c'est moche. C'est super moche. Il n'y a aucune identité visuelle. L'étalo est morne sans créer une atmosphère. Ça a été filmé dans une station balnéaire lambda. C'est tout juste si on voit pas un baigneur à poil dans le fond de l'image qui a été oublié par l'équipe des effets spéciaux qui était censé effacer les trucs en trop. Bref, ça loupe toutes ses cibles. C'est vraiment dommage. C'est un gâchis. Parce que des nanas à grand public, il y en a vraiment très peu. Ces dernières années, je pense que le seul, ça restera Gods of Egypt. On reste là-dessus. Et je finis par la pièce de choix, The Endless, qui date de 2017, mais qui est plus ou moins sortie en 2018. L'histoire de deux frères qui retournent dans une supposée secte dont ils se sont échappés plus jeunes. Il existe beaucoup de films qui essaient de capter une saveur Lovecraftienne, vraiment, mais peu y arrivent, parce que c'est compliqué. Celui-là, y arrive. Il n'est pas parfait, et notamment il manque d'identité visuelle lui aussi, mais niveau atmosphère et niveau scénar, il est vraiment assez exemplaire. Vraiment, je vous en dis pas plus. Si vous avez l'occasion de récupérer The Endless, faites-le. Ça y est, on est venu prendre notre revanche sur le mont de Tulsadum, El Peñón de Bernal, qui est là. Tout simplement parce que l'année dernière, on avait cru échouer. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte que la première version de la montagne qu'on avait vue, c'était le bon. Donc là, on vient de l'escalader. On a fait une sacrée putain de trotte. Là, tout là-bas, on voit la mer de Serre, la mer de plastique qui, hélas, dégrade le paysage. Mais voilà, le beau mont, on y est arrivé. Et le temple de Tulsadum, en fait, a été construit un tout petit peu plus en bas parce que c'est très putain d'escarpé. On a galéré pour monter, on va encore plus galérer pour descendre. Mais voilà. C'est quoi encore les paroles? Tuez les enfants! Non. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes! Ouais.